Du coup, on en arrive à un point qui m'intéressait particulièrement. Je pense qu'on a déjà eu un peu des bribes de réponses, mais est-ce que du coup c'est éthique et écologique d'utiliser ces produits qui sont issus des abeilles? Enfin voilà, c'est quoi un peu les conséquences de notre consommation? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on est en France notamment des gros consommateurs au moins de miel. La cire d'abeille, j'en ai vu quand même dans beaucoup aussi de produits, je crois que j'en avais vu dans des bonbons, dans des. Enfin, que c'est à l'échelle industrielle, enfin voilà, ce type de produit, on peut quand même la retrouver pas mal. Euh, Enfin voilà, c'est quoi les conséquences un petit peu écologiques et sur les abeilles d'utiliser, de consommer ces produits? Alors, c'est vrai que déjà, en France, on est des gros consommateurs de miel. Je pense que les Français adorent le miel. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'exportation de miel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez de miel pour. Enfin, d'importation de miel, on ne produit pas assez de miel pour Nourrir les Français. Voilà, pour notre consommation. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des miels, on en parlera un petit peu après, qui viennent hors Union européenne, notamment de Chine, et c'est pas toujours vraiment du miel. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, effectivement, il y a quand même une production, je pense, un peu intensive de miel dans certains endroits. Heureusement, je pense qu'on a quand même en France quand même des petits apiculteurs qui font, voilà, qui effectivement exploitent leurs ruches, mais de façon probablement, je sais que c'est pas toujours éthique, mais je pense aussi des fois d'une façon assez correcte. Hein. Ouais, quand c'est artisanal, de toute façon, enfin voilà, même si tu mets du pain de sucre, si c'est comme toi tu le faisais quand t'as appris, ça reste quand même. Oui, mais il y en a d'autres, voilà, qui. Moi, je connais quelqu'un qui s'est installé à son compte, qui fait de l'apiculture en Normandie. Alors, pour l'instant, il a entre 50 et 100 ruches. Cette année, ça a été un peu compliqué avec la météo. Mais en tout cas, voilà, par exemple, il a pris la décision de ne pas traiter ses ruches contre le varroa. Le varroa, c'est le fameux acarien qui attaque toutes les ruches et qui décime énormément de colonies. Il leur donne également du miel l'hiver, il ne donne jamais de sucre, il leur laisse toujours de la nourriture. Voilà, ça c'est un type d'apiculture et moi je préconise aux gens de plutôt acheter du miel auprès d'apiculteurs locaux quand c'est possible. Voilà, moi je pense que de cette façon-là, voilà, il y a un respect de l'abeille. Ouais. Respect de l'abeille. Après, effectivement, la question c'est, on est autant à consommer du miel, est-ce que c'est éthique ou pas de consommer autant? Enfin, Ouais, il n'y a pas de réponse absolue de toute façon, mais c'est toujours si t'achètes une fois de temps en temps du miel quand t'es dans un endroit où il y a un peu voilà, des producteurs artisanaux, mais si t'achètes en supermarché, peut-être que tu peux nous dire un peu plus, mais je sais pas si c'est forcément les supermarchés ou les trucs comme ça, mais si t'achètes du miel qui vient de l'autre bout du monde et que tu en manges en grande quantité, ça peut plus. Alors après aussi il y a la question pourquoi on mange du miel. Il y a des gens qui vont manger du miel parce que ils se disent c'est bon pour la santé. Il y a d'autres personnes qui vont dire je mange du miel parce que c'est un goût que j'aime bien. Voilà. Donc quand il y a quelqu'un qui va acheter du miel parce qu'il aime bien le miel et le produit de qualité, il va essayer d'acheter du vrai miel où c'est vraiment du nectar, où ça n'a pas été chauffé, où c'est pas des mélanges de miel. Et puis il y a l'autre personne qui elle va dire moi j'aime bien le goût du miel, oui ok c'est sucré mais je m'en fous que ce soit pas du miel. Des fois aussi ils achètent du miel et ils savent pas que c'est pas du miel. Il y a deux types de consommateurs. Bon, je pense que généralement le consommateur il préfère acheter du vrai miel en se disant je suis malade, c'est bien, ça va me soigner, je vais pas avoir mal à la gorge. Je sais plus c'était quoi la question par rapport à ça. Mais je suis perdue. Juste et pareil en cosmétique, de dire par exemple si c'est pour acheter du miel parce que ça a un effet très efficace. Je sais sur le côté un peu aussi antiseptique, mais sur voilà, les soins du visage, des choses comme ça. Si le but c'est d'acheter du miel de bonne qualité parce que c'est vraiment bon pour la peau, c'est pas la même chose que voilà, d'acheter des trucs qui sont un peu saveur miel entre guillemets. En fait, ce qui est important, c'est de bonne qualité, c'est-à-dire que c'est du vrai miel. Aujourd'hui, dans le commerce, on trouve quand on achète du miel, des fois il y a écrit mélange de miel. Ça, surtout pas. Un miel, il n'est pas censé être mélangé. Il y a une extraction, le miel il est mis en pot et c'est comme ça. Souvent il y a écrit mélange de miel hors Union européenne. Donc très souvent on retrouve du miel qui est fabriqué en Chine. Et je dis bien fabriqué parce que ce n'est pas du miel.
Donc ce qu'ils font quand on dit mélange de miel, c'est qu'on a du miel mélangé avec soit du sirop de glucose qui est rajouté, sirop de glucose, d'origine naturelle, de canne à sucre, enfin des fois il y a plein de... En tout cas, ce n'est pas du nectar de fleurs, rien à voir. Et il y a également du miel qui est fabriqué, donc avec des exhausteurs de goût, c'est du sucre, ils rajoutent des enzymes, et il y a une sorte de fabrication qu'ils essayent de faire comme les abeilles, mais dans tous les cas, c'est à base de sucre, ce n'est pas du tout à base de nectar. Ouais, c'est vraiment du sucre aromatisé ouais, miel, quoi. Avec, voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'en goût, ça pourrait même... C'est très trompeur parce que ça imite vraiment très bien. Mais ça n'a pas du tout les qualités qu'on peut retrouver dans un miel, effectivement, qui sont cicatrisantes, par exemple. Ouais. Parce que c'est vrai que le miel, ça fait une peau toute douce, ou antiseptique, qui peut protéger l'hiver. Enfin, ça n'a pas du tout ces... Ouais, et surtout que ça a le côté très sucré, ou même le miel, il faut faire attention quand même, mais c'est ça, c'est qu'il y a un intérêt à manger du miel pour ses propriétés. Oui. Mais si tu gardes que le côté sucré, bah tu manges juste du sucre et c'est pas très intéressant. Et ça me fait penser aussi pour tout ce qui est cosmétique, si vous faites des DIY, évitez, utilisez vraiment du miel de qualité parce que pour le coup, les sucres industriels raffinés, ça peut être très mauvais pour la peau. Donc ça c'est... On croit bien faire, mais en fait... non, c'est... Ouais. Et du coup, ça, comment on le sait? C'est parce qu'il y a écrit mélange de miel orieux. Ouais, alors effectivement. Bon, déjà, il faut qu'il y ait écrit miel. Ouais. Vous verrez qu'il y a... il y a des miels où il n'y a pas écrit miel. Oui. Alors, justement, j'ai regardé la dernière fois et c'est incroyable parce qu'il joue sur les mots. Des fois, il y a écrit 100% naturel. Il y a écrit 100% naturel. Effectivement, la canne à sucre, c'est 100% naturel. Mais c'est pas du nectar de fleurs. Ensuite, il va y avoir écrit toute fleur. Mais il ne va pas y avoir écrit que c'est du miel. En Europe, le mot miel, c'est quelque chose qui est protégé, c'est-à-dire que le miel, c'est le fruit du travail d'une abeille qui a butiné des fleurs et qui a récolté du nectar. Donc déjà, effectivement, il faut qu'il y ait écrit le mot miel. Ouais, ils te font un packaging qui t'évoque le miel avec écrit naturel toute fleur et tu regardes pas qu'il y a écrit miel. Qui utilise des mots de marque aussi où il y a le mot miel dedans. Donc là, c'est très trompeur. Ah, fleur de miel ou miel du... Enfin, je sais pas. Oui, il y en a un qui est très connu. Voilà, je vais pas le citer dans la vidéo. Pareil, un miel, le miel, ça coûte cher. Ouais. Oui, ça coûte cher parce que c'est un produit qui... Enfin, faut imaginer que pour faire, je sais pas, 500 grammes de miel, c'est des milliers de fleurs qui sont butinées. Comme la cire, il faut 10 kilos de miel pour faire 1 kg de cire. Okay. La cire, c'est fait à partir de miel, de glandes cirières, les abeilles ont besoin de miel pour créer de la cire. Donc, il y a plusieurs choses à regarder, effectivement, je l'ai dit. Je ne sais plus, le mot miel. Ouais, le mot miel. Le prix, à faire attention, le prix, généralement, moins de 10 € le kilo, on est sûr qu'il y a un truc qui ne va pas. Okay. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. En retournant l'étiquette, souvent, s'il y a écrit mélange de miel, pour moi, il ne faut pas le prendre. Et alors là, quand il y a écrit hors Union Européenne, vous savez que ça vient de Chine. Et la Chine est un pays exportateur de miel. C'est le plus gros pays exportateur de miel. Et comme tu disais, on en importe beaucoup parce que comme on n'en produit pas assez en France... Oui. Okay. Donc il importe aussi pour des endroits en Europe où l'Europe, il le reconditionne avec des mélanges de miel qui revendent à la France. Enfin, c'est tout un business. Le miel, c'est un des produits les plus fraudés. Ça, c'est incroyable de voir ça. Il y a énormément de fraude sur le miel. Parce que pour rentrer ton produit, si tu es un exportateur chinois et que tu veux rentrer ton produit dans l'Union Européenne, j'imagine que tu dois... Il y a quand même un critère pour vendre sous l'appellation miel ou... Ils vendent pas sous l'appellation miel. D'accord, ok. Même les distributeurs, la grande distribution, ils savent quand ils achètent que c'est pas du miel, mais ils savent qu'ils le vendent de toute façon. Donc, Ok, c'est là où on va voir ces noms un peu détournés, etc. Ouais. Mais ok, si même en supermarché, un truc pas très cher ou quoi, s'il y a écrit miel très clairement... Normalement, c'est du miel, sauf que des fois, il y a écrit quand même mélange de miel, ça a été coupé. D'accord, ok, il doit y avoir un taux réglementaire où tu vas avoir ça de miel, mais tu peux rajouter ça de sucre et quelque chose comme ça. Peut-être qu'ils bidouillent de cette façon-là, et vraiment le critère prix, c'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine assurance que c'est quand même du miel. D'accord. Voilà, après... faut pas se fixer sur le fait que le miel il soit de couleur blanche ou qu'il soit liquide ou qu'il soit dur. Ça n'a rien à voir avec la qualité du miel, c'est tout simplement le type de fleurs qui ont été butinées
Et donc selon le type de nectar de fleurs, des fois il y a des miels qui se cristallisent, des fois d'autres qui sont liquides. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Ouais, ça peut varier énormément et puis j'imagine que comme ils sont un peu rodés dans le monde de la chimie, s'ils veulent reproduire, c'est comme le monoeil, ils te rajoutent des trucs pour le durcissent pour que tu aies l'impression que ça correspond à la texture que nous on s'imagine et en fait c'est pas du tout, donc ça sert à rien de se fixer là-dessus, il faut regarder les critères que tu nous donnais. Ok. Voilà. Le miel c'est un grand sujet, en tout cas c'est de plus en plus réglementé. Allez faire un tour directement au supermarché pour voir faire le même dans vos placards directement, allez voir ce que vous avez. Des énormes linéaires. Moi je crois que j'en ai un, non je ne l'ai plus, mais effectivement mon compagnon a acheté un miel, un faux miel. Il le trouvait pas très bon en termes de goût. Il s'est fait engueuler. Et voilà, quand on a regardé l'étiquette, alors effectivement facteur prix, il a acheté le moins cher, mais quand on est malade ça marche pas du tout. Okay. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on voit de plus en plus... Enfin, il y a une certaine mode sur l'apiculture urbaine notamment. Je crois que ça vient du fait qu'on manque d'abeilles, en fait. Et du coup, je me demandais un peu Alors déjà, le rôle des abeilles autour de la végétation, de la biodiversité, etc. Pourquoi c'est intéressant et important d'avoir des abeilles et est-ce que en fait en faisant de l'apiculture, que ce soit les magasins par exemple ou même au niveau individuel de faire sa petite ruche, est-ce que ça participe à préserver les abeilles et la biodiversité. Ouais. Alors c'est vrai qu'à la base l'abeille c'est un pollinisateur comme d'autres pollinisateurs, les oiseaux ça en fait partie, les mouches, les papillons. Effectivement l'abeille c'est quand même un peu la superwoman qui pollinise énormément. Elle est importante. Les pollinisateurs, je parle des abeilles, mais de tous les pollinisateurs en général, ils permettent la survie d'énormément de plantes parce que sans pollinisation, on n'a pas de fruits, on n'a pas de graines. Et donc ça permet justement de continuer à ce qu'il y ait un équilibre et qu'il continue à y avoir des plantes, qu'on puisse continuer à manger. Donc elles ont une utilité. Effectivement, dans la conscience des gens, c'est abeilles égale biodiversité. C'est vrai. Et tu parlais de phénomène de mode, ça vient aussi du fait qu'on entend beaucoup parler du syndrome d'effondrement des abeilles. C'est vrai qu'aujourd'hui, les abeilles, comme ce qui m'est arrivé, on a des ruches, plus d'abeilles à l'intérieur. Alors, je ne sais pas s'il faut que je parle du syndrome d'effondrement pour expliquer ce que c'est à la base. Mais effectivement, je parlais du varroa. Le varroa, c'est un acarien qui va dans les ruches, qui tue les abeilles. On est obligé de traiter les ruches. Dans les ruches, on met des traitements antibiotiques. Il y a d'autres techniques que certains apiculteurs utilisent. Bon, chacun sa technique, mais il y a le varroa. Donc les abeilles sont un peu décimées par ça. Il y a les frelons asiatiques, qui sont chez nous là, depuis déjà 5 ans à peu près. Il y en a de plus en plus en France. Et eux, ils attaquent les abeilles. Et eux, ils adorent manger des abeilles. Ah, ils mangent les abeilles. Les insectes se mangent entre eux, je savais pas ça. Ah oui, donc les frelons asiatiques, on les voit très bien. Moi, j'en ai tué plusieurs fois avec des raquettes. Ils restent fixes devant la ruche, ils sont là comme ça devant. Ils stressent énormément les butineuses qui ne sortent plus. Les butineuses ne sortent plus, donc elles ramènent plus de nectar, elles ramènent plus de pollen. Et donc ça perturbe énormément les ruches. Donc oui, il y a le frelon asiatique qui est arrivé un peu par hasard et qui s'est très bien installé en France parce qu'il n'a pas de prédateur. C'est typiquement des trucs qui viennent des voyages, ça, non? Ouais. Okay. L'import, l'export, et puis il y a des choses qui circulent, comme beaucoup de maladies sur les végétaux. Comme le Covid. Et puis, je dirais, une des causes principales, ce qui fait que nos abeilles, elles sont beaucoup plus sensibles au varroa et tout ça, c'est l'usage massif des pesticides. Et alors, il y a des résidus à chaque fois dans la ruche qui restent de plein de pesticides différents. Il y a des pesticides qui passent l'Europe, ils acceptent certains pesticides, sauf que à chaque fois il y a des résidus et c'est ces mélanges, je pense, qu'il y a dans la ruche au bout d'un moment qui crée une faiblesse des abeilles, plus les pesticides où des fois les butineuses ne rentrent pas à la ruche. Donc c'est quand elles vont butiner, il y a des pesticides sur les fleurs qui vont soit faire que les décimer pendant qu'elles butinent. Voilà, donc soit elles ne rentrent pas à la ruche, effectivement. Soit elles les ramènent et puis... Elles les ramènent et on retrouve dans le miel, on retrouve plein de résidus. D'accord. Et puis ces résidus de plein de produits différents, ça fait des cocktails, quoi. Et donc il y a aussi des théories qui expliquent que les abeilles aujourd'hui
sont très attaquées par le varroa, en tout cas ont du mal à vivre avec parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles dû à tous ces pesticides qui les affaiblissent. Voilà, bon ça c'est vraiment les abeilles aujourd'hui, il y a plein de facteurs, notamment l'homme, hein. Ouais. Et on va voir c'est principalement l'homme pour moi, qui fait qu'elles sont très sensibles. Donc après il y a eu cette volonté, tout le monde, de mettre des ruches, donc effectivement c'est bien, on leur met des habitats. Et là on se retrouve dans deux situations, dans deux cas. Il y a les ruches en ville, alors, je vais parler des ruches en ville en plus, après les ruches en campagne. Les ruches en ville, donc on est toujours sur l'abeille mellifère, hein, l'abeille domestique, elle se plaise en ville. Pourquoi ? Parce que en ville, on a énormément de plantes différentes. On a beaucoup d'arbres différents, on a beaucoup de fleurs différentes. C'est-à-dire qu'il y a une richesse dans la nourriture. Elles ont de la nourriture variée. Elles ont de la nourriture au mois de mars, puis après il y a tel arbre qui va fleurir au mois d'avril, et dès l'hier jusqu'au mois de septembre. C'est-à-dire qu'elles trouvent de quoi se nourrir. Donc les ruches en ville, c'est pour ça qu'on dit les abeilles elles sont très bien en ville. Le problème d'avoir des ruches en ville, il y a plusieurs problèmes, c'est que quand il y a un essaimage, c'est-à-dire un essaimage quand une partie de la ruche s'en va pour repeupler un autre endroit, on ne sait pas trop comment ça se passe. Un particulier qui se retrouve sur son balcon avec un essaim, qu'est-ce qu'il fait ? Des fois il ne différencie pas l'abeille de la guêpe, il les tue, enfin bon bref, on ne sait pas trop comment ça finit. L'abeille, naturellement, elle colonise comme ça, elle se développe comme ça, elle essaime. Ouais. C'est quelque chose d'assez normal. Donc ça, je sais pas trop comment ça se passe. Ouais, si l'habitat, il n'est pas approprié, en fait, la nourriture, elle est appropriée en ville, voilà. mais l'habitat, c'est pas comme là où il y a des arbres avec des trous et des... Ouais. Donc ça, c'est le premier truc où... Bon, moi, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Je vais parler de Paris. Paris, il y a énormément de ruches et aujourd'hui, on se rend compte, et c'est bien qu'on en prenne conscience, qu'il n'y a pas assez à manger pour les abeilles. Pourquoi ? Parce qu'on a les abeilles mellifères, où il y en a plein, l'abeille mellifera, et Apis mellifera, et il n'y a pas que les abeilles au fait en pollinisateur, on a des papillons, on a plein d'abeilles sauvages, et le problème de ces abeilles domestiques mellifères, c'est qu'elles sont super, comme je disais, c'est des superwoman elles mangent, et il n'y a pas assez à manger pour les autres. Donc il y a une concurrence qui se fait entre ces différentes abeilles, qui sont, les autres sont tout aussi importantes, et je dirais, les ruches c'est bien, mais en ville, il faut continuer à leur donner de la nourriture et planter, il faut planter. C'est pas, la biodiversité, c'est pas que l'abeille, c'est un équilibre, et donc il faut qu'il y ait de la nourriture. Ouais. Donc planter des arbres, planter des fleurs mellifères, planter des pins, je sais pas, parce qu'elles mangent aussi la sève des pins, le miela, enfin, il faut leur donner de la nourriture. Ok, parce que là, en fait, on s'est dit, ah tiens, en fait, en ville, elles trouvent plein de choses, donc on a mis plein d'abeilles, et elles ont tout bouffé, et du coup, elles ont pris un peu elles ont envahi le... Il y a trop, en tout cas, là, c'est l'exemple de Paris. Moi, j'ai participé à des réunions avec des syndicats apicoles où ils ont vraiment soulevé ce problème il y a déjà 2-3 ans, donc ils s'en rendent compte. Donc, par exemple, Paris, c'est un endroit où il faut un peu arrêter avec les ruches, en tout cas de l'abeille mellifera, parce qu'il y a d'autres pollinisateurs qui ont aussi besoin de nourriture. Et sinon, continuer à planter, parce que oui, on a de la végétation, mais on n'a pas assez. Ok. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a je sais pas, il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, il y avait de la canicule à Paris. Et donc quand il y a la canicule, qu'est-ce qui se passe aussi ? Les arbres, ils font plus de fleurs. Enfin, il y a beaucoup moins de fleurs, et donc les abeilles, elles meurent de faim. D'accord. Elles ont soif, parce qu'elles ont besoin d'eau aussi. Bon, il y a le réchauffement climatique dans l'affaire aussi, Oui, il y a ce sujet-là aussi, mais en tout cas, elles avaient faim, et c'est la première fois que je voyais ça, que dans les boulangeries, il y avait des abeilles. C'est-à-dire qu'ils tournaient autour des pâtisseries, et moi j'ai toujours vu des guêpes, mais jamais des abeilles. Les abeilles, généralement, elles se débrouillent, elles ne tournent pas autour de la nourriture sucrée. Alors, oui, le miel, ça les attire, par contre, si tu mets un pot de miel, alors là, les abeilles, elles rappliquent, faut faire attention, ça peut même être dangereux. Mais elles vont pas comme ça, elles cherchent pas, et j'ai vu ça, et je me suis dit, oh là là, c'est bizarre quand même que les abeilles, elles soient là dans les boulangeries comme ça à chercher, et effectivement, c'était un problème qui était déjà soulevé sur le manque de nourriture. Ok, donc elles ont tellement faim qu'elles vont chercher des trucs qu'elles n'ont pas envie de bouffer. Donc plantez, laissez vos mauvaises herbes, laissez vos pissenlits, elles adorent ça, laissez vos trèfles dans les gazons, les abeilles, il leur faut de la nourriture quoi. Ok, voilà. Ça c'est le premier cas, abeilles en ville, et après il y a le cas abeilles à la campagne. Donc abeilles à la campagne, c'est leur milieu naturel. Et qu'est-ce qui se passe à la campagne ? Eh bien, on a énormément d'exploitation de terres pour l'agriculture.
intensive. Et on n'a plus rien, on n'a plus de prairies, on n'a plus de jachères fleuries, il n'y a plus de haies bocagères, c'est les haies qu'on a entre chaque champ. Ça manque de nourriture pour les abeilles. C'est-à-dire qu'on est sur des hectares et des hectares de production des fois où on se dit bah ouais mais les pollinisateurs, je parle de l'abeille sauvage et de l'abeille mellifère, bah où est-ce qu'elles vont trouver de la nourriture? Ou alors il va y avoir une culture particulière, donc elles vont avoir à manger, et encore c'est pas terrible qu'elles mangent ce qu'on produit, parce que des fois avec les OGM et les pesticides c'est pas terrible. Mais en tout cas, elles vont avoir de quoi manger sur une saison. Tu as par exemple quelque chose qui fleurit en mai-juin, mais après, elles n'ont plus rien. Et ce qui se passe à la campagne aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de diversité dans les végétaux pour qu'elles se nourrissent. On a tout enlevé, on a tout aseptisé. Je critique pas l'agriculture parce que c'est un mode de production qu'on a eu besoin, parce qu'on consomme beaucoup et on consomme beaucoup. Il y a eu, et puis voilà, ça a été l'agriculture intensive, ça a été mis en place comme ça. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agriculteurs, je trouve ça super, qui recréent des haies bocagères. Donc c'est des petits nids de biodiversité où dedans il y aura des mûriers par exemple, des ronces. Les ronces, ça fait des fleurs. C'est mellifère, ça va attirer aussi les papillons, ça va attirer les oiseaux, ça va faire. On va aussi avoir des arbres, donc les abeilles vont pouvoir aller dedans, faire leur habitat. Voilà. En campagne, elles n'ont plus d'habitat et elles n'ont plus de nourriture. Ouais, en fait, elles ont besoin de biodiversité. C'est l'équilibre. Ouais. C'est-à-dire que en ville, c'est la biodiversité vraiment au niveau des abeilles. Il y a un peu une espèce. Au niveau des pollinisateurs, on n'a que les abeilles mellifères qui prennent toute la place. Et en campagne, c'est plus que il n'y a pas la biodiversité dont elles ont besoin pour se nourrir et vivre normalement, quoi. Et moi j'ai appris quelque chose, alors ça je ne le savais pas en faisant un peu des recherches, je ne savais pas par exemple qu'on a des champs et des champs des fois de blé, d'orge, de céréales comme ça, et bien, par exemple je ne savais pas que ça c'était des plantes qui n'étaient pas pollinifères, c'est-à-dire qui ne font pas dans lesquelles elles ne peuvent pas trouver de pollen ni de nectar. Donc, des fois on a des hectares aussi de culture, au fait même là-dedans elles n'ont pas de quoi manger. D'accord, ok. Même quand c'est la saison, même quand... Oui. Et ça, je sais pas, c'est les céréales en soi ou c'est les... Alors moi j'ai vu que c'était blé, orge, le riz et même les vignes. Il y a des cultures de vignes au fait qui ne font pas oui, c'est des plantes non pollinifères, donc elles ne trouvent pas de nourriture dedans. Mais en tout cas, ça manque de richesse, d'arbres, de diversité, quoi. De diversité. Pour toute la biodiversité, pour les oiseaux aussi, c'est... Voilà, c'est un équilibre. Donc quand mais il y a une prise de conscience. De toute façon, aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience où il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont conscients de ça, qui plantent aussi énormément d'arbres, parce qu'ils se rendent compte à quel point l'arbre aussi est important, parce que l'arbre perd ses feuilles au bout d'un moment, ça enrichit la terre. Il y a plein de processus où c'est reconsidéré, et puis il y a eu l'agriculture d'avant qui a été aussi enseignée, et puis qui évolue complètement. Voilà. Ok. Tout évolue. Ok. Donc du coup, si on fait un petit récap un peu pour ceux qui veulent bien faire, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'une des grosses difficultés, c'est qu'en fait, il y a une prise de conscience, et comme souvent, on prend conscience un peu à l'envers, et il y a aussi pas mal de greenwashing et tout. T'as un peu l'impression qu'on voit des abeilles partout, c'est super, ma boîte elle fait de l'apiculture urbaine, c'est super, et je mange du miel bio, c'est super. Il faut aller jusqu'au bout. Mais il faut vraiment bien se renseigner, donc acheter autant que possible auprès de petits producteurs locaux. Faire bien attention si jamais on achète pas auprès de petits producteurs, sur les appellations, etc. Consommer de manière raisonnable, raisonnée. En quantité raisonnée aussi, bien sûr. Et puis de manière plus générale, faire ce qu'on peut pour préserver de la biodiversité, que ce soit en campagne, en ville, donc pour ceux qui sont carrément dans l'agriculture, aller vers des pratiques différentes, ou même en fait si vous mangez des produits issus de l'agriculture durable et raisonnée, en fait c'est des personnes qui vont avoir des pratiques qui vont aller dans le bon sens à ce niveau-là, donc c'est vraiment tout un cercle. Qui vont commencer aussi ça se fait de plus en plus, de planter des haies bocagères, ça se fait énormément. Et puis je pense aussi, parce qu'on parle les agriculteurs sont pas forcément les plus gros pollueurs, les particuliers aussi dans leur jardin. Les abeilles sont aussi sensibles aux pesticides, donc quand dans le jardin on a des petites choses dans nos plantes,
des fois se renseigner. Le puceron, on peut mettre du savon noir, c'est Ok. naturel, on Ouais. cheat et puis ça marche super bien. Si on a des cochenilles, les enlever à la main et ça marche très bien aussi. Aussi éviter l'usage de ces produits qui sont déjà très mauvais et puis en plus... Ok, ça joue aussi sur cet aspect-là. Mais Ouais. oui, bien sûr, c'est sur plein de pratiques. Ouais, on se rend pas compte que notre jardinière, en fait, elle a un impact sur tout Ouais. ça, quoi. Ok. Et puis, pareil, au niveau des particuliers, je sais l'homme déteste les mauvaises herbes. Si ces herbes existent, ce n'est pas des mauvaises herbes. Ouais, ça n'existe pas, les mauvaises Non, herbes. ça n'existe pas. Finalement, la nature a horreur de l'espace vide et c'est pour ça que ça pousse toujours un peu partout. Ouais, on voit s'il y a des fissures quelque part ou quoi, il y a toujours des... Oui, voilà. un peu de- Donc des les plantes. pissenlits, les trèfles, ça pousse, donc laissez-les. C'est super pour les abeilles, les papillons et pour toute la biodiversité. Voilà, faut pas être trop... avoir une vision trop lisse de ce que c'est Du jardin, que- mais oui, qu'un oui, jardin. oui, complètement. Ok, ça marche. Et ben merci beaucoup Audrey Merci, pour Manu. toutes ces informations. Peut-être à une prochaine sur la chaîne de Ménaka. Et vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!